Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, c'est la deuxième partie qui démarre, deuxième et dernière partie déjà de Smart Tech, votre émission sur le numérique et l'innovation. On va parler de... d'habitude avec Tariq Krim, on parle de politique, du numérique politique. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser au progrès de l'intelligence artificielle parce que ça pose beaucoup de questions pour notre société. On a ChatGPT, dont vous avez forcément entendu parler, qui est un logiciel intelligent qui travaille sur le langage naturel, qui est une initiative qui vient de OpenAI. Les résultats sont assez impressionnants. Tariq Krim, je voulais savoir déjà ce que vous pensiez de OpenAI et de cette initiative ChatGPT. OpenAI, c'est une initiative qui a initialement été lancée par Elon Musk et qui en est parti depuis. Donc c'est Sam Altman, ancien patron de Y Combinator, qui a repris les rênes avec un investissement assez massif de Microsoft, un investissement plutôt intelligent parce que d'une certaine manière, l'intelligence artificielle et la manière de générer des réponses à partir de questions simples, est un des moyens qui pourrait permettre de concurrencer Google. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile de concurrencer Google. Alors, juste concurrencer Google, parce qu'en fait, le premier usage le plus évident, le plus simple de ces outils de conversation, c'est de leur poser des questions pour obtenir des réponses. Exactement. Et il faut se rappeler que Google, il y a des années, alors là, ça date, avait embauché Ray Kurzweil, l'un des pionniers de l'intelligence artificielle et aussi le pionnier du transhumanisme et de la singularité technologique. Et le rôle qu'il avait n'était pas public, mais on disait que son rôle était d'aider Google à recueillir des informations en langage naturel. Donc, je cherche à savoir quelle est la capitale du Zimbabwe. Et normalement, maintenant, il faut taper capitale Zimbabwe. On a souvent, avec Google, on doit réduire la terminologie à des mots-clés en espérant que la combinaison de mots va faire ressortir le résultat. Alors que la plupart des gens souhaitent juste écrire une phrase ou même la dicter, puisque c'est l'approche qu'utilise également Apple avec Siri. Et c'est vrai que cette façon de fonctionner est intéressante. Alors avec ChatGPT, qui est basé sur une technologie qui est assez ancienne, maintenant elle a quelques années, là je crois qu'on est passé à GPT 3.5, on était à GPT 3.0. Ce qui est nouveau en fait, c'est qu'ils ont travaillé l'interface, d'ailleurs je crois que c'est la première fois qu'il y a une interface publique. D'habitude, il faut se loguer, c'est compliqué. Et là, c'était assez simple. Et surtout, donc là, tout le monde peut le tester et jouer avec. Exactement. Mais elle a été pensée pour la conversation. Donc, on a optimisé cette intelligence artificielle pour l'art de la conversation et de répondre à nos questions, ou pas, on va en parler. Mais d'ailleurs, c'est intéressant que vous citiez Ray Kurzweil, parce que cette question de la singularité, est-ce qu'un jour le logiciel deviendra plus intelligent que l'humain? Quand on discute avec cette intelligence artificielle qui a été programmé pour ça, c'est assez troublant. Est-ce que vous avez été impressionné par les réponses de ChatGPT? Impressionné, non, parce que ces outils sont assez courants. Il se dit que 15 à 20% des contenus sur l'Internet sont déjà produits par des On a déjà tout dit, en fait. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, les gens trouvent que quand une IA écrit un article, c'est plus structuré, donc les gens préfèrent, et puis surtout, il n'y a pas de faute d'orthographe. Donc, il y a cette idée déjà qu'on utilise ça. Mais moi, ce qui me déçoit ou ce qui m'inquiète, en fait, on en parlait, cette espèce d'encerclement cognitif où finalement les réponses que l'on a correspondent à des points de vue majoritaires, voire des points de vue politiques dominants, pour ne pas dire américains. Dans certains cas, j'avais tapé sur des sujets importants des mots-clés avec ChatGPT. Et les réponses que j'ai eues sont celles de l'OCDE, du département d'État américain. Et donc, d'une certaine manière, on peut se demander si, dans la manière dont on va entraîner ces intelligences artificielles, on ne va pas avoir, en fait, des contenus, tous les contenus qui sont un peu underground, comme on pourrait dire, vont disparaître et on rentre dans une forme de mise au pas cognitive. Et ça m'inquiète un peu. Donc une forme de domination cognitive, en plus, avec face à un logiciel, peut-être qu'on se sent moins autorisé à le critiquer, à remettre en question. C'est la fameuse phrase d'Asimov, toute technologie, quand elle devient très bonne, est complètement indissociable d'une forme de magie. Et pour beaucoup de gens, alors surtout avec une injonction depuis 10 ans à nous raconter pas mal de bêtises sur l'intelligence artificielle, que ça va tout remplacer, que c'est fantastique. Alors ce qui est intéressant avec le texte par rapport à l'image, c'est que DALL-E, c'est l'équivalent de ChatGPT, vous tapez une phrase et ça vous génère une image.
au départ, tout le monde était super impressionné. Ouais. Et aujourd'hui, des études montrent que les gens n'ont pas beaucoup de créativité. Donc, tous les contenus se ressemblent. Et ce qui devait être un changement radical et remplacer les designers, en fait, on se pose des questions. Maintenant, ça va devenir un outil de plus dans le Photoshop des designers. Par contre, le texte, c'est vrai que c'est un outil incroyable pour les gens qui ne maîtrisent pas forcément tous les codes de la communication. Mais ça pose aussi une question très intéressante. C'est une question que Ben Thompson, sur son blog, posait. C'est est-ce qu'on passe d'un monde où les gens écrivent les contenus, les produisent, ou à un monde où on génère des contenus et ensuite on les édite. Donc on passerait d'un métier de créateur, de rédacteur, de il y a sans journaliste, doute... à un métier d'éditeur. Il y a sans doute un peu des deux, Tariq Krim. Il y a parfois des activités intellectuelles qui peuvent être plus facilement automatisables que d'autres. Alors, c'est là où... Et c'est là où il peut y avoir des business models intéressants aussi. Hein. Oui, mais qui sont déjà un peu exploités avec GPT, puisqu'on a une des choses que les gens dans le marketing trouvent fantastique, c'est que GPT peut écrire les fiches produits automatiquement. Donc on n'a plus besoin d'embaucher des gens, on lui dit écris-moi les fiches pour ces 25 produits, Ouais. et on a des choses qui sont plutôt pas mal. Mais la question qui se pose, c'est qu'on est dans un monde où aujourd'hui on a tellement trop d'attention, on est déjà au maximum de ce qu'on peut faire sur son mobile, sur ses réseaux sociaux, on a très peu de temps. Est-ce qu'on doit artificiellement construire une couche de contenu supplémentaire totalement artificielle, ou est-ce qu'on ne devrait pas revenir à des choses plus profondes, passer plus de temps en qualité? On l'a vu dans le streaming, par exemple, depuis 4 ans, là, enfin, avec la pandémie aussi, explosion des offres, il n'y a jamais eu autant d'argent, et on se rend compte que les gens n'ont pas le temps de tout regarder, que les gens sont en train de se désabonner. C'est d'ailleurs pour ça que Netflix et Disney réfléchissent à des versions gratuites. Et donc, cette idée de multitude de contenus est, à mon avis, plus un fantasme des créateurs. Et puis après, il y a la question du business model, parce que générer l'IA, générer des choses comme GPT, ça coûte très cher. Il faut acheter des puces NVIDIA. Ces puces, maintenant, sont en pleine phase. On est en pleine guerre économique, voire guerre militaire avec la Chine. On leur interdit de les avoir. On a peur que l'IA puisse décoder un jour les codes secrets des militaires américains. Donc on a aussi à côté de ça tout un environnement géopolitique qui est intéressant, et puis la question de la cybersécurité. Si demain GPT-Chat écrit les emails de phishing personnalisés, on aura des taux de clics beaucoup plus importants, et donc il y a tout un monde aussi qui est moins... dont on a moins envie, qui s'ouvre à nous. Et puis on ne sait pas qui parle, parce que quand même derrière ces IA, il y a des programmations, il y a des sources de données qui ont été injectées. Il y a des gens, parce qu'on l'oublie, on dit que l'IA c'est un truc extraordinaire, fantastique, absolu, mais il y a des millions de gens sur la planète qui corrigent, qui passent leur journée à corriger les erreurs d'IA pour Amazon, pour les grands groupes. Mais là, on n'a pas la signature en bas de l'article pour savoir finalement à qui on s'adresse. Oui, alors quand c'est The Economist qui ne signe jamais ces articles, on a en tout cas une identité, on a une forme d'expertise éditoriale. Là, c'est vrai qu'on est maintenant dans un monde où on ne sait plus si le contenu a été généré artificiellement ou si c'est un véritable humain, et ça pose effectivement un vrai souci. Merci beaucoup, Tariq Krim, pour toutes ces réflexions que vous partagez avec nous régulièrement dans Smart Tech. Tariq Krim de codesouverain.fr. À suivre, où va le web ?